On va poursuivre cette journée, cette matinée, avec l'exposé de Cédric Cohen-Scally, mon ami et collègue Cédric Cohen-Scally. Cédric est professeur au département d'histoire et de pensée juive. Alors Cédric est professeur au département d'histoire et de pensée juive de l'université de Haïfa. Il a publié de très nombreux articles, traducteurs de Freud et de Benjamin en français. Cédric travaille depuis quelques années sur les penseurs juifs allemands de Mendelssohn et Rosenzweig, avec un intérêt aussi tout particulier pour le néo-kantisme de Cohen. Et il travaille beaucoup aussi sur la question de la traduction. Le titre de son exposé est « L'oubli, la réouverture d'un accès et le destin ». Une intrigue confuse entre Heidegger et penseurs juifs du XXe siècle. Merci Cédric. Merci Raphaël. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les organisateurs de ce colloque. Je voudrais aborder la question du lien de Heidegger et des Juifs à travers l'analyse de deux livres publiés à quelques années d'intervalle. Les tableaux parisiens de Walter Benjamin, publiés en 1923, et Sein und Zeit, publié en 1927. Juxtaposant l'analyse de certains schèmes de pensée communs entre les deux livres, j'essaierai de montrer ce qui lie et différencie les deux penseurs dans un même moment historique et philosophique. En octobre 1923, Richard Weissbach, éditeur allemand installé à Heidelberg, publiait à 500 exemplaires dans une édition in octavo luxueuse la traduction de Walter Benjamin des tableaux parisiens de Charles Baudelaire. Tableaux parisiens sont d'un des 6 cycles de poèmes des Fleurs du Mal, publiés en différentes versions entre les années 1857 et 1861. Entre 1915 et 1923, Benjamin s'était essayé à traduire divers poèmes de Baudelaire tirés des 6 sections des Fleurs du Mal. Pourtant, dans les années 1919-1920, Benjamin décida de concentrer ses efforts sur le cycle Tableau parisien en vue d'être en mesure rapidement de le publier en une édition séparée. Et ce, malgré l'existence depuis 1901 d'une traduction presque complète des Fleurs du Mal par Stéphane Georg en personne. Dès ses premières tractations avec Richard Weissbach, Benjamin mentionne son intention d'adjoindre à la traduction un Vorwort, préface, sur la tâche du traducteur, Aufgabe des Übersetzer. Benjamin écrit en 1921 à son ami Scholem: « Il s'agit là d'un sujet si central pour moi que je ne sais pas encore si au stade de ma pensée, je suis à même de le développer avec suffisamment de liberté, en supposant que je puisse, d'une manière générale, parvenir à élucider un tel sujet. » Benjamin ne publia donc en 1923 qu'une traduction partielle des Fleurs du Mal et sa préface sur la tâche du traducteur n'était-elle aussi qu'une partie de ce qu'aurait dû être sa réflexion mûrie sur la traduction. À cet égard, l'édition des tableaux parisiens de 1923 est une anticipation d'une traduction complète des Fleurs du Mal et d'un essai accompli sur la traduction. Cette anticipation partielle du tout est, comme vous le savez, un des sujets centraux de l'essai sur la traduction. La traduction sert donc en définitive la finalité de l'expression de la relation la plus intime des langues entre elles. Il ne lui est pas possible de révéler ni de produire cette relation cachée en elle-même, mais elle peut en donner une représentation en la réalisant de façon embryonnaire ou intensive. La traduction est pour Benjamin avant tout un accès intensif à la totalité des langues
et ce, par le biais de la réorientation impliquée par la traduction elle-même du caractère toujours particulier du texte original vers la totalité de la langue à transformer pour faire surgir en elle l'œuvre traduite. Deux anticipations constituent donc le contenu de l'édition de 1923 des tableaux parisiens. L'anticipation d'une traduction de Baudelaire et d'une élucidation, Aufklärung complète de la question de la traduction. Ces deux anticipations ont connu un destin très différent, pour ne pas dire opposé. La traduction des tableaux parisiens par Benjamin ne fut jamais adoptée ni considérée par les lecteurs allemands. Par contre, la préface sur la tâche du traducteur est devenue un des textes incontournables de Benjamin et de la réflexion sur la traduction. Cette destinée contrastée du forward et de la traduction est elle-même déjà inscrite dans le texte sur la tâche du traducteur. En effet, la préface ne mentionne jamais le nom de Baudelaire ni de son œuvre, comme si elle n'appartenait pas au volume et formait déjà une unité littéraire indépendante, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des éditions. De plus, la préface semble bien plus redevable au classicisme et romantisme allemand qu'au post-romantisme français, ainsi qu'on peut le lire dans les pages finales de l'essai. Ceci est peut-être l'une des raisons de l'échec de Benjamin dans sa tentative de traduire Baudelaire. Le forward sur la tâche du traducteur se termine sur une série d'allusions aux grandes figures de la traduction allemande, de Luther à Georg, mais aussi sur l'image de la version interlinéaire de la Bible, que je lis en allemand. Die interlineare Version des Heiligen Texts ist das Urbild oder Ideal aller Übersetzung. La version interlinéaire du texte sacré est le prototype ou l'idéal de toute traduction. À ce moment final du forward, où Benjamin anticipe la réconciliation de la fidélité et de la liberté dans la tâche anticipatrice du traducteur, au moment de cette ultime et primordiale vision où il aperçoit la réconciliation des langues dans l'apparition des traductions entre les lignes du texte sacré, à ce moment qui consacre l'alliance de la langue sacrée et du vulgaire sur un mode qui rappelle la Verdeutschung de la Bible par Luther, à ce moment, Benjamin est trop loin de la poétique du bizarre de Baudelaire et la réconciliation qu'il anticipe dans son forward sous la forme de l'intensification de l'acte de la traduction échoue dans la traduction concrète qu'il propose des tableaux parisiens. Comme je vais tenter de l'illustrer très brièvement avec deux passages de la traduction du Cygne de Baudelaire, poème évoquant, comme vous le savez, la transformation de Paris. L'erreur la plus patente de Benjamin dans la traduction du Cygne se trouve au premier vers de la 5e strophe. Benjamin omet tout simplement l'évasion du cygne de sa cage. Je cite brièvement le vers. Un cygne qui s'était évadé de sa cage. Vor seinem Käfig einen Schwan ich fand. Devant sa cage, je trouvais un cygne. 4 strophes plus loin, Benjamin évoque soudain l'évasion du cygne et du coup commet une nouvelle erreur qui lui fait manquer le tragique et grotesque de Baudelaire. Au lieu de « je pense à mon grand cygne avec ses gestes fous », il traduit « ich denk an meinen Schwann, wie entwich », comme il s'est enfui, au lieu de « gestes fous ». Il omet donc ces gestes fous. Devant Paris qui change, Baudelaire s'identifie au cygne évadé, à son grotesque et à ses vains efforts à retourner à un monde passé auquel il appartient. Benjamin, pas encore libéré de son élan romantique vers la réconciliation, manque ici et tout au long de sa traduction le dualisme radical de Baudelaire qui renonce à toute réconciliation, comme dans la strophe centrale du poème. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. Et mes chers souvenirs plus lourds que les rocs. Et dans la traduction de Benjamin, Paris wird anders.
aber die bleibt gleich, Melancholie. Die neue Stadt, die alte, mir wird's ein allegorischer Bereich. Und mein erinnert wuchtet die Basalte. Point d'exclamation, ni de nom de lieu et de matériaux dans la traduction de Benjamin. La dislocation radicale de la nouvelle existence urbaine, à la fois grotesque et impossiblement nostalgique, ne s'est pas encore accomplie dans la traduction de Benjamin, encore captif peut-être de sa vision biblique d'une réconciliation des langues. La traduction définie par Benjamin dans le Forward comme un accès anticipatoire et intensif à la totalité des langues aboutit donc à un échec patent dans la traduction concrète des poèmes de Baudelaire. C'est à partir de ce cas exemplaire de tension entre aspiration à la totalité et réalisation concrète que je voudrais aborder certains traits essentiels de l'anticipation de la totalité dans Sein und Zeit, publié 4 ans après les tableaux parisiens de Benjamin. À travers les points de rencontre et de proximité entre les deux textes, j'essaierai de montrer que la forme que prennent chez Heidegger ces schèmes de pensée communs n'est pas celle de la version interlinéaire du texte sacré, mais une forme qui exclut les Juifs, plus particulièrement les Juifs allemands. Au début du 5e chapitre de la 2e section de Sein und Zeit, Heidegger récapitule sa démarche. Heidegger rappelle tout au long de cet avant-dernier chapitre du livre le lien qui lie la question de l'être à la compréhension de l'être, qui a été défini dans la première section de Sein und Zeit comme constituant essentiel de la structure du Dasein. Ce lien de la question de l'être à la structure d'être du Dasein est réélaboré dans la seconde section de Sein und Zeit en vue de la question du ganz sein können, du pouvoir être tout, entier ou total du Dasein. Poursuivant et approfondissant le lien entre la question de l'être et la structure du Dasein, la réinterprétation temporalisante des divers composants de la structure d'être du Dasein, découvert dans la première section, aboutit à une ressaisie ou élucidation de la structure totale du Dasein à travers l'unité extatique de la temporalité. Le réveil de la question de l'être passe donc par une analyse structurale du Dasein visant sa totalité et qui, comme le souligne Heidegger au début de l'avant-dernier chapitre, se situe peut-être même au-delà du projet de l'existence authentique. Heidegger anticipe alors par une série de questions ses développements sur le destin où s'origine le co-destin du Dasein et de sa communauté, poursuivant ainsi son crescendo vers un ganz sein können qui comprend non seulement le Dasein dans sa totalité individuelle, mais dans la totalité de son existence communautaire, historiale, totale. Mais le mouvement vers le ganz sein können ne s'arrête pas là, à la totalité historiale du co-destin. Dans le 6e et dernier chapitre de la seconde et dernière section, Heidegger détermine l'histoire de la philosophie, de Platon jusqu'à Hegel, comme une attestation de la chute hors de la temporalité originaire. L'élucidation du ganz sein können du Dasein aboutit à une détermination de l'histoire de la philosophie comme un oubli, Vergessenheit. Ayant atteint cette perspective totale sur l'histoire de la métaphysique, c'est-à-dire sur l'histoire de l'Occident, Heidegger ne s'arrête pas là et indique à plusieurs reprises dans les 2 dernières pages de Sein und Zeit qu'il ne s'agit là que d'un chemin Weg, que la présente œuvre n'est qu'un travail en cours, unterwegs, et qu'il faut maintenant passer à la question de la temporalisation originaire, c'est-à-dire plus originaire encore de la temporalité extatique qui vient d'être déterminée au cours de la seconde section, comme la structure totale du Dasein, de sa communauté, de destin et de l'histoire de l'Occident. La dernière phrase de Sein und Zeit annonce ce moment paroxystique. Un chemin conduit du temps originaire au sens de l'être? Le temps lui-même se manifeste-t-il comme horizon de l'être? Sein und Zeit est donc traversé par un mouvement d'intensification croissante où, contre l'oubli, est progressivement gagnée une compréhension de la structure du Dasein qui débouche
sur une saisie du pouvoir-être tout du Dasein dans son destin historique total, pour finalement être elle-même dépassée ou ressaisie plus originellement dans une donation de l'être. Tout comme Benjamin, déjà avec sa vision de la Bible interlinéaire, mais de façon beaucoup plus accentuée, l'accès à la totalité conduit chez Heidegger à une répétition de l'origine, ou plus exactement à un élan irrépressible vers une refondation totale de l'histoire totale. Ce mouvement irrépressible de refondation ne peut et ne doit être séparé de l'après-Première Guerre mondiale, de la fondation extrêmement contestée de la République de Weimar, mais d'une manière plus profonde, ne peut être séparé de ce mouvement irrépressible. Ce mouvement irrépressible de fondation ne peut être détaché du devenir étatique, impérial et industriel des différentes anciennes entités germaniques, politiques et sociales, y compris bien sûr des communautés juives allemandes, qui, à partir de Mendelssohn et von Dohm, seront associées à cette profonde transformation de l'espace germanique. Mais bien sûr, l'élan irrépressible d'Heidegger vers la refondation fait partie de ce mouvement, mais sur le mode, comme nous allons le voir, du malaise, Unbehagen. Le mouvement d'amplification vers une refondation qui traverse tout Sein und Zeit trouve sa formulation explicite dans la structure du Sorge que Heidegger illucide dans le 6e et dernier chapitre de la première section et définit comme l'être en avant de soi du Dasein. La recherche heideggerienne de la totalité de la structure d'être du Dasein, c'est-à-dire de la compréhension de l'être du Dasein, s'appuie sur une propension du Dasein lui-même à l'ouverture de sa propre totalité et de sa propre structure, ainsi que Heidegger l'explique dans ses développements sur l'angoisse. Cette découverte du Dasein, de sa structure d'être, dans l'angoisse, produit un effet d'Unheimlichkeit, une perte d'un sentiment de familiarité et de foyer auprès des choses, dans leur visibilité et compréhension publique. L'angoisse, au contraire, ramène le Dasein de son identification échéante au monde, la familiarité quotidienne se brise, le Dasein est isolé comme être au monde, l'être A revêt la modalité existentielle du hors de chez soi, ce n'est pas autre chose que veut dire l'expression étrangèreté. Ainsi se noue la recherche du philosophe Heidegger de la structure du Dasein avec une lutte, un vol, Raub, par lequel le Dasein arrache à l'obscure clarté du on sa propre structure d'être. Dans ce vol, ou passage de l'inauthentique à l'authentique, un processus d'individuation s'accomplit, le passage du on au je. La découverte croissante de la structure d'être par le philosophe Heidegger se traduit donc en une intensification toujours croissante de l'existence, allant de pair, comme nous l'avons vu, avec la perte d'un sentiment de familiarité, c'est-à-dire l'échec de Benjamin dans sa traduction des tableaux parisiens, après l'anticipation intensive de la réconciliation des langues, peut nous éclairer sur un certain effet de désorientation ou de déréalisation lié à la découverte exaltée de la structure totale. Cet enlèvement à lui-même du Dasein par le philosophe Heidegger est à l'origine du mouvement hyperbolique qui croît tout au long de l'ouvrage et ne semble pas même vouloir s'arrêter à la fin de l'ouvrage, comme nous l'avons dit. L'identité de l'accès à la totalité du Dasein et de l'isolement ou individuation du Dasein s'affirme de manière exemplaire et exaltée dans les développements connus sur l'être pour la mort authentique. La possibilité la plus propre est absolue. Le devancement fait comprendre au Dasein qu'il a assumé uniquement à partir de lui-même le pouvoir-être où il y va purement et simplement de son être le plus propre. La mort n'appartient pas seulement indifféremment au Dasein propre, mais elle interpelle celui-ci en tant que singulier. L'absoluité de la mort, comprise dans le devancement, isole le Dasein vers lui-même.
L'anticipation de la totalité du pouvoir-être dans l'être pour la mort brise tout raidissement sur l'existence à chaque fois atteinte et libère au sens dynamique et intensif du terme le Dasein pour ses possibilités les plus propres, c'est-à-dire pour son pouvoir-être total. C'est à ce moment extrême où l'accès à la totalité de la structure s'allie à l'individuation gagnée contre l'existence figée dans une libération d'intensité et d'énergie sans pareil, que se noue le lien authentique à l'autre et à la communauté et l'exclusion des Juifs sur laquelle nous voudrions conclure notre intervention. Libre pour les possibilités, je cite Heidegger, libre pour les possibilités les plus propres, déterminées à partir de la fin, c'est-à-dire comprise comme finie, le Dasein expulse le danger de méconnaître à partir de sa compréhension finie de l'existence les possibilités d'existence d'autrui qui le dépassent, ou bien en les mésinterprétant de les rabattre sur les siennes propres afin de se délivrer ainsi lui-même de son existence factice la plus propre. Mais la mort en tant que possibilité absolue n'isole que pour rendre indépassable qu'elle est le Dasein comme être avec compréhension pour le pouvoir être. Dans l'être pour la mort, le Dasein accède à une totalité plus grande qui est la fondation, ou plutôt la refondation de la communauté avec l'autre et les autres, dans la même structure et dans le même pouvoir-être total du Dasein, c'est-à-dire l'être pour la mort. Mais cet accès prend la forme répétitive et sans cesse intensifiée de l'accès à la structure d'être du Dasein en tant que partagé entre les Daseins de la communauté. Mais aussi, et c'est le point le plus grave et le plus réducteur de Sein und Zeit, en tant que constituant et épuisant la communauté. La communauté se réduisant par là à l'accès médiocre ou intense du Dasein à lui-même et à ça. Dans le paragraphe 74, la constitution fondamentale de l'historialité, il a déjà été fait référence maintes fois, Heidegger nous semble faire parvenir à son extrémité l'élan vers la totalité, notamment autour du concept de Geschick et de Mitgeschick. Plus authentiquement, le Dasein se résout, c'est-à-dire se comprend sans équivoque à partir de sa possibilité la plus propre, un signe dans le devancement vers la mort et plus univoque et nécessaire est la trouvaille élective de la possibilité de son existence. Dans sa résolution qui lui révèle sa structure totale, le Dasein se délivre de l'ambivalence et de la contingence hasardeuse des choix et s'approche toujours plus d'un choix simple de la possibilité de son existence. Tout se passe comme si, éclairé de façon toujours plus intense et radicale sur sa structure totale, le Dasein ne pouvait pas manquer de reconnaître la possibilité d'être correspondant le plus à la structure d'être du Dasein. La finitude saisie de l'existence arrache à la multiplicité sans fin des possibilités immédiatement offertes de la complaisance, de la légèreté, de la dérobade, et transporte le Dasein dans la simplicité de son destin. Par ce terme, nous désignons le provenir originaire du Dasein, inclus dans la résolution authentique, où, libre pour la mort, il se délivre à lui-même en une possibilité héritée et néanmoins choisie. Emporté dans l'anticipation de son pouvoir-être total et le plus propre, le Dasein s'écarte du divers des possibles, simple effet de l'opacité de la structure d'être du Dasein, et se rapproche de la simplicité du choix. La simplicité du destin nomme ce moment où la translucidité de la structure illumine et métamorphose la tradition du peuple et de la communauté, la laissant soudain apparaître dans sa structure commune et comme le choix déjà fait et à refaire de la communauté. La structure devient alors la simplicité du destin commun du Dasein qui transparaît de façon immanquable dans l'appartenance du peuple et de la communauté à une première articulation du Dasein dans la tradition,
mais aussi à une première exclusion de celui qui, vivant dans la communauté nationale, n'appartient pas à cette première articulation, comme c'est le cas avant tout du juif allemand, qui 50 ans avant l'apparition de Sein und Zeit venait d'obtenir sa pleine citoyenneté. L'autodélivrance, je cite Heidegger, devançante, contenue dans la résolution, au-là de l'instant, nous le nommons le destin. En lui se fonde conjointement le co-destin, terme par lequel nous entendons le provenir du Dasein dans son être avec autrui. Le co-destin destinal peut, dans la répétition, être expressément ouvert quant à son attachement à l'héritage transmis. La découverte de l'historialité en tant que structure fondamentale et totale du Dasein, de sa communauté et de son monde, se fonde, comme nous l'avons vu, dans le projet anticipatoire et intensifiant de Sein und Zeit d'une possible refondation totale de l'histoire de l'Occident. Mais en fait, de l'Allemagne, que Heidegger nomme Aneignung, appropriation ou destruction du patrimoine transmis Überkommene Erbe. Le cercle de Sein und Zeit y atteint là son ampleur totale. Dans l'anticipation résolue d'une refondation de l'histoire qui fait ressurgir la tradition dans sa simplicité structurale, rassemblant le Dasein et l'autre dans sa communauté de structure et d'histoire déjà façonnée par le peuple. Dans ce moment de ressurgissement du Mitgeschehen, pour revenir ensemble, Heidegger atteint la confusion la plus totale entre structure et communauté historique, faisant de la structure existentielle du Dasein nécessairement présente dans la tradition, non seulement la garantie d'une répétition authentique de celle-ci, mais la justification d'une nouvelle exclusion du juif allemand contre le devenir étatique de l'Allemagne qui avait intégré et finalement citoyennisé les juifs allemands. L'image benjaminienne de la version interlinéaire du texte sacré, tout en renvoyant au même retour intensif à l'origine, s'ancre dans une interprétation juive de la Verdeutschung luthérienne de la Bible comme acte fondateur de la communauté historique allemande, où se scelle, selon la formule de Hermann Cohen, une Annäherung an den Prophetismus, un rapprochement au prophétisme, et donc une alliance entre Allemands protestants et Juifs. Si Benjamin et Heidegger échouent pour les mêmes raisons, à savoir la diffusion du modèle romantique de l'anticipation intensive de la totalité, le choix benjaminien de la réconciliation des langues ne s'en oppose pas moins clairement à la simplicité du destin de Heidegger, montrant par là les modes de pensée qui unissent, tout en les séparant, Heidegger à certains penseurs juifs allemands comme Benjamin, par exemple. Merci beaucoup.